à toutes et à tous et bienvenue sur Horus. Tout au long de l'histoire, de mystérieux personnages ont conçu des énigmes. Bien des hommes ont en effet décidé de laisser une trace du secret dont ils étaient les détenteurs. Une trace que quelques-uns seulement pourraient peut-être un jour comprendre. Une sorte de confession sous forme d'énigme. Ce texte est tiré du livre La France codée, écrit par Christian Doumergue, je vais mettre dans le bon sens, écrit par Christian Doumergue, que j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Christian. Bonjour Jérôme. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de ce livre. Avec grand plaisir, merci de l'invitation. On en avait parlé, c'était fin d'année dernière, hein, avec Antoine sur Mimi. Absolument, ouais. Voilà. On n'avait pas pu non plus en discuter largement, parce qu'on est un petit peu avec Mimi sur un timing. Donc du coup, moi je voulais t'inviter sur Horus pour essayer d'en parler un petit peu plus en profondeur de ce livre. Alors moi, je me le suis fait offrir pour Noël. Et puis j'ai pris un grand plaisir à le lire. Alors comment dire, moi je qualifie ce livre, je dirais que c'est un peu le guide du routard du mystère en France. Ah ben, c'est un petit peu ça, ouais. Ouais, c'est un petit peu ça. Alors, il y a 17 dossiers dans le livre, donc deux qui sont des dossiers bonus, en fait, qui se passent à l'étranger, donc au Portugal et en Italie, et les 15 autres dossiers, c'est en France. Et effectivement, on voyage à travers toute la France. Ça commence dans l'Aude avec Rennes-le-Château, puis on va partir en Bretagne, on va partir en Haute-Savoie, on va partir du côté du Bordelais, un petit peu partout, et à travers différentes époques aussi. On va aller sur Paris, bien sûr, aussi, sur Lyon. Et effectivement, oui, guide du routard de l'ésotérisme, puisqu'on va à chaque fois aller sur un lieu qui présente une énigme, un mystère qui a été conçu par l'architecte du lieu pour différentes raisons, différentes motivations. Il y a des histoires, comme à Rennes-le-Château, de trésors cachés. Il y a des secrets plus ésotériques. Ça peut être le château des Avenirs, par exemple, en Haute-Savoie, avec Hassan Dina, concepteur de ce lieu tout à fait surprenant, où là, on a un message clairement hermétique qui est délivré. Et puis, on a aussi des œuvres, on va dire, d'artistes, mais qui posent question, comme le fameux monument des droits de l'homme à Paris, qui a été inauguré en 1989, et alors qu'il a déjà cristallisé un certain nombre de discours, ce monument, et qui, effectivement, quand on l'observe de près, alors dans le livre, je lève des ambiguïtés, des interprétations que moi je juge erronées, mais n'empêche qu'il reste une énigme qui a été posée par l'artiste, là, et donc ça suscite l'interrogation. Et puis alors, j'allais dire, le point commun de toutes ces affaires-là, c'est que ce sont des affaires non classées. C'est-à-dire, c'est 17 affaires, donc 15 françaises. Personne n'a résolu ces énigmes dans leur entier. Et donc, voilà, c'est aussi une invitation à ça. Ce livre, c'est une invitation à la quête et à la recherche personnelle. Je prétends pas du tout avoir résolu ces énigmes, au contraire. J'en dresse l'histoire de façon circonstanciée, précise, à partir de recherches documentées sur chacun de ces cas. Et puis après, je donne des pistes de lecture, mais des pistes d'interprétation, des clés de lecture, mais à aucun moment l'énigme n'est résolue dans son entier. Non, j'aime bien parce que chaque dossier est bien conçu, parce que tu démarres chaque dossier avec en bref, ce qui s'est passé, l'historique de ce dossier. Ensuite, tu nous racontes l'histoire plus en détail. Après, oui, il y a toutes ces découvertes. En plus, le livre est vraiment bien illustré. À chaque fois, tu mets des photos. Alors, je voulais te demander justement, parce que je sais que tu as sorti un format Deluxe. Ouais. Est-ce que les photos sont en couleur dans le format Deluxe, ou elles sont... Non. Bon, ok. Les photos sont aussi en noir et blanc. Alors, le format de luxe, en fait, il est plus à la vente. C'était une offre de lancement donc, qui était réservée aux souscripteurs de cette version luxe. Les photos sont en noir et blanc, c'est le papier qui est de meilleure qualité. Il y avait couverture avec rabat, etc. Voilà, il y avait des petits bonus comme ça, mais les photos étaient aussi en noir et blanc. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'après, c'est aussi une invitation à aller sur les lieux pour voir. Et oui, pour aller voir de ses propres yeux. Pour aller voir tout ça. Et effectivement, dans des cas comme la chapelle ésotérique du château des Avenirs, là, c'est vrai que ça vaut le coup de voir en couleur parce qu'il y a toute une symbolique des couleurs. Et voilà, la photo en noir et blanc, bon, elle donne une idée du lieu, mais voilà, c'est fait pour pousser le lecteur aussi à aller voir de ses propres yeux.
Et puis en fonction Voilà, après, c'est un format broché de livre qui est pas en couleur. Hein, c'est pas, voilà, mais c'est vrai qu'on peut rêver peut-être qu'un jour, il y aurait une version couleur. Ah bah, écoute, et moi j'aime bien aussi, tu clôt chaque chapitre avec les outils indispensables pour résoudre l'énigme, avec Oui, des conseils de lecture, voilà, c'est etc. ça. Ouais, Ouais, ouais. non, je trouve vraiment très très bien fait. Et ça donne envie d'aller découvrir. Et moi, justement, je suis allé fin d'année dernière à Paris, passer 2 jours, me balader. Et ben, voilà, je suis allé voir le fameux sur le Champ de Mars, là, Ouais, le monument des droits de l'homme. le monument des droits de l'homme. Et c'est Mm. vrai que voilà, tu te balades, tu fais le tour, tu regardes, tu vois un petit peu tout. C'est vrai qu'il est très étrange, ce monument. Ah, il est très très étrange. Et puis bon, j'ai évidemment passé des heures autour à le photographier. Ce qui est fascinant dans cette œuvre-là en particulier, c'est que tout se niche dans le détail. C'est-à-dire que c'est un foisonnement d'indications, de symboles qui sont parfois situés très haut, en fait. Mm. Et comme j'explique dans le livre, hein, je montre quelques exemples dans le livre, il y a des symboles qu'on ne voit qu'avec un téléobjectif, en fait, à l'œil Oui. nu. Ils sont tellement hauts qu'on ne peut pas les percevoir. Or, il y a des symboles comme des pentacles, par exemple, qui sont disposés très haut dans ce monument. Donc, qui est une architecture, hein, enfin, c'est un monument, c'est comme un petit temple en pierre, mais avec des éléments en bronze tout autour, avec des moulages. Et le moulage, évidemment, a permis à l'artiste de faire des choses extrêmement minutieuses. Voilà, et de glisser très très haut des détails, y compris sur les sculptures d'ailleurs. Hein, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on croit voir d'en bas certaines choses, et puis quand on regarde avec un téléobjectif, eh bien, on se rend compte qu'en fait, il y a des symboles là où on ne les avait pas vus à la base. Qu'on a pris pour un cercle, par exemple, ça va être un ouroboros, un serpent qui se mord la queue. Donc ça, Mhm, mhm. c'est ce qui est fascinant dans ce monument, c'est que son observation est quasiment inépuisable, en fait. Oui. Et comme tu le dis, si des auditeurs ont envie d'aller le voir, ceux qui habitent sur Paris aux alentours, hein, c'est pas compliqué pour le trouver. Hein. Derrière la Tour Eiffel, vous prenez le champ de Mars, pardon, et il est sur votre gauche à un moment dans un petit renfoncement. Voilà. Absolument. Euh, alors, bien sûr, tu as commencé je dirais, une grosse culture déjà, parce que tu n'es pas l'auteur que de ce livre. Hein. Tu as de nombreux livres à ton actif. Je vais les citer: L'ombre des Templiers, Voyage dans la France magique, Le secret dévoilé, donc sur Rennes-le-Château, Mhm. Au cœur des théories du complot, Agir et penser comme Jésus, Le réveil de Pyrène. Enfin voilà, tu as quand même déjà, je dirais, de grosses connaissances ésotériques depuis pas mal d'années, ce qui te permet justement d'avoir les clés pour aller voilà, trouver les symboles, les choses cachées, codées, et puis se lancer dans ce fameux décodage, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que bon, moi, ma passion, c'est le mystère, hein, donc ça se voit par rapport à ma ligne éditoriale. Hein. Et le point de départ de tout ça, ça a été l'affaire de Rennes-le-Château, Mhm. qui est une affaire extrêmement complexe, une histoire de trésors, mais pas que de trésors. On parle d'un secret religieux aussi, avec ce présupposé que donc cet abbé qui est au centre de l'histoire, l'abbé Saunière, La hein, Bessonnière. Mhm. qui arrive en 1885 dans ce petit village qui est à peu près situé à 1 heure de route au sud de Carcassonne. Donc, quand il arrive, il trouve une église à l'état de quasi-ruine. Et puis, dans les années qui suivent, il va se mettre à faire des travaux dans l'église, à la restaurer à ses frais, à la C'est, transformer complètement. Ça serait à ce moment-là qu'il serait peut-être tombé sur quelque chose en Voilà, restaurant l'église. Mhm. exactement. Il y a différents témoignages qui montrent il a trouvé quelque chose à ce moment-là dans son cahier journal, alors qui est très fragmentaire. Hein. On sait grâce à ce cahier journal qu'en 1891, il a trouvé un tombeau dans l'église à l'occasion des travaux. Et par la suite, on sait qu'il a fait d'autres découvertes. Il y a quelques témoignages oraux. Et puis surtout, on a des procès verbaux qui témoignent qu'il a fait des fouilles dans le cimetière. Donc on voit que suite à une première découverte, il se lance dans des recherches de nature archéologique. Mhm. Et ce qui est troublant, c'est que dans les années qui suivent, eh bien, là, il va construire un domaine, alors avec une villa style Renaissance, une tour néo-gothique, un belvédère, des parcs et des jardins qu'il va aménager. Il va recevoir avec faste et luxe dans ce Oui, domaine. oui, Euh, il mène grand train, grande vie, quoi. voilà, Mhm. absolument, oui, 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 oui. Il reçoit des bourgeois aisés, des aristocrates, et même eux sont étonnés par les victuailles qu'on leur offre, par la bibliothèque de Je l'abbé. crois qu'il faisait Donc, venir du rhum de la Martinique. de la Martinique, et que, enfin voilà, comme Oui, oui, quelqu'un de très fortuné, quoi.
comme Voilà. quelqu'un de très fortuné. Il achetait tout, quasi tout par correspondance, en fait. Les haricots, il les faisait venir du nord de la France, par exemple, parce qu'il estimait qu'ils étaient meilleurs. Les robes de sa servante, ils achetaient à la Samaritaine à Paris, alors que Oui, c'est pour ça. les Oui. bourgeois locaux, c'était les magasins de confection, voilà, à Limoux, à côté. C'était pas à Paris qu'on achetait. Mhm. Donc voilà, ça va frapper les esprits et il va y avoir la rumeur voulant qu'il ait trouvé un trésor. Hein. C'est les villageois qui vont émettre cette hypothèse les premiers. Mhm. Et puis, alors bon, je passe sur les détails parce qu'il y aurait de quoi faire une émission entière sur ce sujet. Oui. Mais Et voilà, à partir des années 60, on a des chercheurs qui sont de plus en plus nombreux qui arrivent sur ce village. Et puis, on va progressivement émettre l'idée qu'en fait, le trésor était tellement important parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a la trace dans cette région de trésors colossaux qui sont arrivés, notamment le trésor des Visigoths. Donc, on va rapprocher l'aventure de la Bessonnière de ces données historiques-là. On va postuler qu'il a donc trouvé un trésor énorme et qu'il n'a pas pu l'épuiser dans son entier. Et à partir de là, on va remarquer que dans l'Église, il y a des petits détails qui sont troublants, des petites anomalies, des choses curieuses. Et à partir de là, les chercheurs vont émettre l'idée que, eh bien, l'abbé n'ayant pas voilà, épuisé entièrement ce trésor, a laissé dans son Église des indices qui permettraient d'y accéder. Voilà, oui. donc ça, c'est l'hypothèse qui va éclore à ce moment-là, fin des années 60. Et évidemment, c'est l'hypothèse qui a amené de nombreux chercheurs, dont moi, à Rennes-le-Château, parce que voilà, cette histoire est vraiment magique. C'est-à-dire que Mhm. l'Église est conçue comme une véritable carte au trésor qu'il faut décrypter. Et donc, c'est ce que je raconte dans le premier dossier, puisque ça a été vraiment mon entrée. De tout gamin, j'ai été intéressé par les sujets mystérieux. Mais c'est vrai que voilà, c'est autour de Rennes-le-Château que ça s'est cristallisé à un moment. Et c'est à partir de là que je suis allé vers d'autres lieux, d'autres mystères qui m'ont fasciné. Oui, parce qu'il y aurait cette hypothèse sur laquelle, oui, effectivement, il serait tombé sur un trésor de monnaie sonnante et trébuchante, comme on dit, où il y a aussi l'autre hypothèse, il aurait fait des découvertes, notamment de parchemins, d'anciens manuscrits, qui donnaient la preuve et remettaient en cause la véritable histoire de Jésus et de quelque part du départ de la chrétienté, quoi. Oui, voilà. Alors là, c'est vrai que c'est un dossier que j'ai pas abordé dans ce livre-là, La France codée, que je traite par contre plus largement dans le secret dévoilé. Mhm. Mais effectivement, il y a toute cette dimension religieuse, c'est-à-dire que il y a eu à un moment donné il y a des ouvrages qui sont parus qui ont dit ben, le trésor c'est peut-être une chose, mais il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui est plus étourdissant derrière toute cette histoire. Il faut rappeler qu'on est dans une région qui, est riche du point de vue des histoires trésoraires, mais aussi du point de vue de l'histoire de la spiritualité, Mhm. avec l'hérésie cathare qui était très implantée dans ce territoire-là, et avec trace effectivement de christianisme différent et des connexions avec la thématique de Marie-Madeleine, de sa venue dans le sud de la France, etc. Donc Mhm. ça, spécifiquement, je ne l'aborde pas dans la France codée, où je me suis vraiment concentré sur le codage de l'Église, en fait, Mhm. mais ça fait partie intégrante, évidemment, de De l'affaire l'histoire. de Rennes-le-Château, absolument. Mhm. Mhm. Et alors moi j'ai découvert aussi d'autres lieux que je connaissais pas, notamment la fameuse église du Graal, Oui, comment, dans la commune de, à, j'ai toujours dit, un peu à Tréhaut-en-Tech, ouais, Tréhaut-en-Tech, très haut Intec, ouais. Oui, oui. en Donc là, on est en Brocéliande, hein, Bretagne. c'est Ouais, c'est ça. ça. On est vraiment au cœur de la forêt de Brocéliande, en Bretagne. Et alors, c'est un site enfin, tout à fait exceptionnel, cette église. C'est une autre histoire de curé avec l'abbé Gillard. La jeunesse dans les années 1940, la jeunesse de cette église. Mais on a une histoire qui est assez proche, finalement, de celle de Rennes-le-Château. Oui, complètement. Euh, Puisque là aussi on a un curé, on a là aussi un curé hors norme, puisqu'il faut le dire, la Bessonnière, bon, à Rennes-le-Château, il est connu pour l'histoire du trésor, mais c'est ce que j'appelle un homme debout, c'est-à-dire que il est vraiment à part. Et puis il va lutter en gros contre sa hiérarchie pour rester à Rennes-le-Château. Voilà, c'est un homme libre. Et l'abbé Gillard, c'est pareil. C'est-à-dire que lui, c'est un prêtre qui inquiète en fait dès le séminaire parce qu'il a des idées qui sont jugées curieuses par ses professeurs, par la hiérarchie. Et donc, on l'envoie dans ce petit village de Tréoréintec parce qu'on se dit, bon, ce recteur, il est dangereux du point de vue, il est trop chrétien, en fait. Voilà, c'est un vrai chrétien, l'abbé Gillard. Et donc, il fait peur. Alors, du coup, on le met là, dans ce petit village,
parce que il y a juste quelques habitants, parce qu'à l'époque, c'est des chemins de terre hein, qui y mènent, il n'y a pas de route goudronnée. Donc l'hiver, c'est des chemins qui sont embourbés, alors personne n'y va. Et là, bon, ben, il touchera peut-être quelques miséreux, il perturbera peut-être quelques pauvres paysans, mais voilà, ça ira pas plus loin, ça fera pas de vagues. Ça, c'est le calcul de sa hiérarchie. Et il arrive dans cette église qui est à l'état de ruine aussi. Hein. C'est comme à Rennes-le-Château. Ouais, l'histoire se répète, quoi. C'est vraiment une histoire qui se répète. Là aussi, il va trouver des financements pour entamer des travaux de restauration. Et alors là, il va faire quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que au cœur de la forêt de Brocéliande, cet homme qui est vraiment en quête de réponses spirituelles et de façon tout à fait sincère, hein, qui est vraiment habité par une foi authentique, il va rencontrer les légendes du Graal. Il va être fasciné par tout ça. Et il va organiser en fait la nouvelle décoration de son église autour de ce légendaire du Graal. Et donc c'est pour ça qu'on la surnomme l'église du Graal. Et alors, je dois avouer, quand je me suis rendu à Trorintec pour la première fois, bon, l'église du Graal, ça me semblait un peu clinquant. J'étais un peu curieux, mais je me disais, bon, c'est un truc de touriste, certainement. Je ne connaissais pas du tout l'histoire de l'abbé Gillard à ce moment-là. Et puis je suis arrivé devant ce lieu et là il a commencé à se produire quelque chose, c'est-à-dire qu'on arrive, il y a au-dessus de la porte cette devise, hein, la porte étant dedans, et déjà là on rentre dans un état d'esprit très particulier parce que voilà il y a cette formule qui est très ésotérique, très philosophique, métaphysique. Qui n'a rien à faire sur le fronton d'une Voilà, église, quoi. c'est ça, c'est ça. Et on se dit, je ne suis pas devant une église comme toutes les autres églises. Là, il y a quelque chose de particulier. Et donc, effectivement, je suis rentré dans cette église et là, c'est un foisonnement de symboles. C'est une vraie forêt de symboles. Et il faut savoir, par exemple, que le chemin de croix, il y a des chemins de croix dans toutes les églises. Oui, les 14 stations. Voilà, représente la passion du Christ, donc de la condamnation par Ponce Pilate à la mise au tombeau. Et ces chemins de croix sont achetés sur catalogue religieux par les prêtres. Voilà, c'est pas des œuvres originales, hein, c'est souvent des œuvres intercuites qui sont moulées et reproduites de façon industrielle. Or, à Tréorintec, c'est un chemin de croix qui a été fait sur les instructions de l'abbé Gillard, c'est-à-dire il a été donc peint sur ses instructions, donc c'est une pièce absolument unique, et quand on regarde de près, on voit qu'il y a plein de détails. Il a glissé des petites choses. Mais il a glissé des petites choses, et notamment, alors si on regarde la station, la première station, qui est la condamnation par Pilate, hein, Pilate qui est en train de se laver les mains, on remarque plusieurs détails. Il y a la femme de Pilate, par exemple, avec un parchemin qui est représenté dans l'arrière-plan. Or, la femme de Pilate n'est jamais représentée sur les stations du chemin de croix. Et puis, on a un autre personnage encore plus trouble, encore plus mystérieux, qui a en partie dissimulé derrière une colonne et qui regarde Jésus de loin. Et ce personnage, qui est un homme, tient une coupe d'émeraude, donc le Graal, dans ses mains. Donc là, c'est encore plus insolite, puisque voilà, on a vraiment l'impression que l'abbé nous raconte quelque chose à propos du Graal. Et quand on parcourt toute son église, eh bien, on va trouver tout un tas de symboles. Il faut savoir que ce curé a aussi inventé un langage de toute pièce, un langage ésotérique. Hein. Il a tissé tout un jeu de correspondance entre le zodiaque, les chiffres, les couleurs. Il a croisé tout un tas de cultures, en fait. Il était persuadé, par exemple, qu'il y avait des colons égyptiens qui étaient venus en Bretagne. Donc ça, c'est fascinant aussi. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans cette dimension ésotérique du christianisme. Voilà. Et ça se retrouve évidemment dans la décoration de son église. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que là, on n'a pas le temps, sans doute, dans le cadre de ton émission, de tout déchiffrer. Mais la conclusion à laquelle j'aboutis, c'est qu'il met quand même en valeur un hérétique dans son église et de façon symbolique. Et là, c'est très clair, c'est du factuel. Hein, le décodage, on n'est pas dans de la surinterprétation ou du délire interprétatif. C'est un langage qui est quasiment mathématique qu'il a forgé. Et décrypté, je l'ai fait en me plongeant dans ses écrits, en fait. Hein. J'ai retrouvé tous les symboles qu'il a créés. Et là, on voit qu'il met en valeur un hérétique et honte de l'étoile dans son église, ce qui est aberrant pour un prêtre catholique. Hein. Voilà, sauf si c'est un vrai chrétien qui a su reconnaître le christianisme, y compris dans ceux que l'Église a condamnés comme étant des hérétiques. Oui, puis il y a aussi cette mosaïque hein, où il y a avec cette queue de poisson et cette tête de bélier. Oui, ah oui, alors qu'est-ce que ça vient faire là? Alors après, oui, on pourrait penser au signe du zodiaque, mais non, pas du tout, justement. Alors voilà, c'est ça qui est fascinant. Là, on est au niveau du baptistère hein, de l'Église, et c'est un des détails qui m'a vraiment intrigué lors de ma première visite du lieu,
que j'ai pas compris, puisqu'on a ce baptistère, et puis sur le mur derrière le baptistère, on a deux petites mosaïques, une tête de bélier et une queue de poisson. Et là, on se dit, qu'est-ce que c'est? Alors effectivement, c'est des symboles du zodiaque. C'est des symboles du zodiaque qui sont disposés de part et d'autre du baptistère, mais on ne comprend pas ce que ça vient faire dans l'Église. Et c'est en me penchant sur les écrits donc, de l'abbé Gillard, où il a évoqué où il a tissé vraiment ce langage symbolique que j'évoquais, qu'on comprend qu'il a tissé un jeu de correspondance, et donc il y a des équivalences entre les signes. Par exemple, il va dire que le signe du bélier, en fait, ces cornes renvoient à la minuscule oméga en grec. Donc, le bélier, c'est l'oméga. Et la queue de poisson, ben, si on la dessine, ça crée un alpha minuscule. Donc, c'est un équivalent, le signe du poisson, c'est un équivalent de l'alpha grec. Et donc là, si on traduit, du coup, ce bélier et ce poisson, tout son sens. en fait, c'est l'alpha et c'est l'oméga. Et là, on est dans une logique, effectivement, dans une norme, hein, puisque sur tous les baptistères, on a l'alpha et l'oméga en référence donc à Jésus, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, on est bien dans une symbolique chrétienne au final, mais une symbolique voilà, qui est dissimulée en fait sous un langage que l'abbé a fabriqué et qui nous invite, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il nous invite à déchiffrer son Église, en fait. On comprend avec cet exemple que si on n'a pas les clés, on ne comprend pas ce qu'on voit. Oui, en fait. comme la première fois quand tu es venu la voir et Exactement. tu n'avais pas les clés à ce moment-là et donc tu passes à Exactement. côté de ces décorations. Bon, ça peut paraître bizarre pour certains, mais pas plus interpellant que ça. Alors que, Voilà. comme tu le dis, si on a les clés pour décoder, ça devient prend intéressant. sens. Voilà, le sens se révèle et donc il faut appliquer cette grille de lecture à l'ensemble de l'édifice en fait. Dernier détail là-dessus, il y a un grand vitrail donc de l'apparition du Graal à Joseph d'Arimathie qui se trouve derrière le maître-autel dans le chœur. Donc c'est le plus grand vitrail en fait de l'église de Tréorentec. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, quand on regarde dans ce vitrail, il y a en bas un détail tout à fait insolite. Ce sont deux lapins et un des lapins fait ce geste à l'oreille de l'autre. Donc voilà, là, visuellement, on a clairement indiqué qu'il y a un secret qui se transmet dans cette église, qu'il va falloir prêter l'oreille pour entendre quelque chose. Voilà. C'est par des petits signes comme ça que l'abbé invite à décoder son œuvre. Mais moi, ça m'a vraiment percuté cette similitude avec l'histoire de Rennes-le-Château, parce que l'abbé Gillard a fait un peu comme Béranger Saunière, il a aussi peint dans les fresques ou même pour l'abbé Gillard dans les stations, en arrière-plan, le décor de la région. Oui. Alors là, ça, c'est vraiment, j'allais dire presque plus fascinant encore qu'à Rennes-le-Château, parce que à Rennes-le-Château, avec la publication de l'Ordre de Rennes de Gérard de Sède, donc qui est le premier livre entièrement consacré à cette histoire de la Bessonnière qui est publiée fin des années 60. Dans ce livre-là, Gérard de Sède est le premier auteur, en fait, alors un auteur sous influence, hein, mais ça c'est encore une autre affaire, c'est le premier auteur, en fait, à dire que la décoration de l'église est codée. Et il explique que les stations du chemin de croix renvoient à des paysages réels dans les environs de Rennes-le-Château. Pour arriver à cette conclusion, il y a quand même un effort interprétatif, c'est-à-dire que les paysages ne sont pas représentés tels quels. Je donne un exemple. Hein. Il y a un moment donné, il y a une bannière romaine qui semble dessinée comme un dé. Et donc, il va expliquer que oui, à Rennes-les-Bains, donc à côté de Rennes-le-Château, il y a un grand rocher naturel qu'on appelle le dé du Cerbaillero, donc ça pourrait bien être une allusion. Voilà. Mais on voit qu'on est dans de l'interprétatif, c'est-à-dire que ce rocher n'est pas figuré tel quel sur la station du chemin de croix de Rennes-le-Château. Alors, ce qui n'est pas le cas des fresques de Rennes-le-Château, qui là peuvent effectivement, elles, renvoyer à des rochers. Mais en tout cas, les stations du chemin de croix, on est dans de l'interprétatif. Par contre, à Tréorentec, ce n'est pas du tout le cas, parce que là, effectivement, on a des paysages bien réels, des rochers, un manoir notamment qui se trouve à Tréorentec, qui sont représentés en arrière-plan. Et là, c'est tout à fait étonnant, parce que on n'a pas du tout un décor oriental, alors que la scène est censée se passer à Jérusalem, mais on a un décor breton. Et donc, Jésus vit sa passion en Bretagne. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre aussi à ce niveau
niveau-là, et on a l'impression qu'il y a comme une carte qui est codée là aussi, parce que l'abbé Gillard nous renvoie à des lieux bien précis. Par exemple, un des rochers nous renvoie au siège de Merlin, au-dessus du Val sans retour, et c'est photographique. Hein. Là, pour le coup, on n'est pas du tout dans de l'interprétation. C'est des photographies qui ont été reproduites sur ce chemin de croix par le travail du peintre. Hein. Et là, voilà. Donc là, on a vraiment une énigme, et c'est un cas unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chemin de croix comme ça. Avec en arrière-plan le décor de Bretagne, quoi. C'est ça. Alors après, moi, j'y vois comme il y aura deux interprétations. Est-ce que, en fait, il aurait découvert que Jésus n'est qu'un mythe, et en fait, c'est juste la personnification d'une connaissance et d'un savoir, et que celle-ci peut se découvrir aussi bien en France que dans d'autres pays. Ou alors, il y a aussi cette théorie qui est intéressante, où effectivement la vie de Jésus se serait vraiment déroulée en France. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de... Oui, j'en ai entendu parler de cette théorie. Alors, pour répondre sur l'abbé Gillard, je ne pense pas que ça soit le cas. Hein. C'est-à-dire que l'abbé Gillard, clairement, pour lui, Jésus est un homme. Et c'est pas un mythe, c'est un homme qui a eu une existence humaine, et c'est ce qui a d'ailleurs suscité les foudres de certains paroissiens et d'une partie de sa hiérarchie aussi, parce qu'il avait une vision extrêmement humaine de Jésus, et notamment quand il a fait réaliser ce chemin de croix, il a voulu retranscrire cette dimension humaine du Christ, que un certain christianisme veut gommer en idéalisant complètement le personnage, en faisant de lui un dieu et pas un homme. Et là, Gillard, lui, il a cette vision très humaine. Et alors, je donne un exemple pour expliciter ça. Il y a, dans tous les chemins de croix, il y a 3 chutes de Jésus. Jésus chute 3 fois pendant sa passion. Et ce n'est pas expliqué, c'est-à-dire on sait pas ce que ça veut dire ces chutes. Hein. C'est juste légendé. Première chute de Jésus, Jésus chute pour la seconde fois, Jésus chute pour la 3e fois. Pour l'abbé Gillard, en fait, ces chutes doivent représenter aux croyants les épreuves qu'on peut vivre en tant qu'homme sur cette terre. Et la 3e chute, pour Gillard, c'est la chute devant la luxure, en fait. C'est l'homme qui essaie de s'élever et qui va tomber face à la luxure, face aux pulsions de la chair. Et Gillard va faire scandale parce que sur la station de la 3e chute, il représente Jésus au pied de la Fée Morgane. Oui, qui est légèrement vêtu, nous dirons. C'est ça. Et alors, Jésus par terre face à cette opulente Fée Morgane, évidemment, ça a choqué. Ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase à l'époque et qui fait que Gillard a été banni, en fait, le Graal. de Trevor-Tuck. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le Graal. Voilà, c'est passé. Je l'ai passé. Et voilà, donc il a cette conception où Jésus est un modèle pour chacun d'entre nous, en fait, et ça c'est vraiment très intéressant. Et donc c'est pas un mythe, hein. Pour lui, c'est un homme qui a vraiment existé, qui a véhiculé un message. Et par contre, ce qui est arrivé sur les terres bretonnes, ce qui est arrivé en Bretagne, c'est le Graal. Ça, il l'écrit noir sur blanc. Il est certain que le Graal a été amené en Bretagne. Et puis, il y a un autre élément qui a été amené en Bretagne, ce sont des écrits. Si Gillard a trouvé quelque chose, ce sont des écrits, en fait, hérétiques, hein, qui nous ramènent au véritable christianisme, en fait. Et je crois que Gillard savait pertinemment, par rapport à ce qu'il avait pu vivre en termes d'intolérance, de condamnation, de jugement, que cet écrit-là qu'il avait trouvé, il ne pouvait pas le montrer à tout le monde, puisqu'il allait être sinon brûlé, au moins occulté, bafoué, diabolisé. Et donc, je pense qu'il l'a conservé d'une certaine façon quelque part, et que c'est vers ça qui nous amène, en fait, à travers la décoration de son église. Ça, je suis persuadé, parce que dans ses écrits, il y a trace d'un livre qui est lié à Éon de l'Étoile, en fait, donc un hérétique gnostique du Moyen-Âge, auquel Gillard accorde beaucoup d'importance. Et donc, il semblerait qu'il ait trouvé un texte qui, alors, remonte peut-être pas à l'Antiquité, mais en tout cas serait une copie d'un texte plus ancien et qui aurait survécu jusqu'au Moyen-Âge et qui aurait peut-être ensuite été copié, et Gillard aurait eu accès à une de ces copies. C'est l'hypothèse que je défends dans le livre, et que j'ai construit à partir de tous les éléments de ce puzzle que j'ai pu rassembler. Oui,
la quête du Graal en Bretagne, au Brocéliande, le roi Arthur, quoi, et ses 12 chevaliers. Moi, ça me fait penser à Jésus avec ses 12 apôtres. Excuse-moi, tu vois, c'est là où c'est marrant, c'est on voit s'entremêler ces deux histoires, de la quête du Graal, du roi Arthur, et puis justement cette histoire de Jésus avec ce Graal. Oui. Oui, voilà. Après, ce qui est certain, c'est que des très proches de Jésus, pour moi, sont arrivés en Gaule Mhm, très tôt, hein, après mhm, enfin, dans les années qui ont suivi la disparition de Jésus. Donc, Marie-Madeleine, Joseph d'Arimathie, on a des traditions. mhm, Marie-Madeleine dans le sud de la France, Joseph d'Arimathie en Bretagne. Donc, il y a des témoins vraiment de la vie de Jésus qui ont recueilli son enseignement, qui ont pu recueillir aussi des reliques, hein, qui ensuite ont été investies d'une aura magique, comme le Graal, et qui les ont déposées sur le sol français. Donc, il y a dans cette thématique de Jésus, la France, vraiment, a un rôle très particulier. oui. Vraiment, le christianisme arrive très tôt et ce sont des très proches de Jésus qui arrivent. Et à travers tout le territoire, on a comme ça, à travers des légendes, eh bien, le souvenir d'une histoire. Et d'une histoire qui nous concerne encore et qui, j'allais dire, presque nous concerne aujourd'hui plus que jamais. Mhm. Alors ensuite, bah justement, hein, en parlant de christianisme, on fait un petit tour à Notre-Dame de Paris aussi. Oui, Moi, j'avais découvert ce côté alchimique qui était encodé dans les sculptures des frontons de Notre-Dame. C'était ouais. avec Patrick Burenstenas qui avait fait une petite vidéo où il décodait justement quelques blasons là. En effet, il y a un code alchimique derrière ces sculptures qui est vraiment très intéressante. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire sur Notre-Dame? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toute une littérature, hein, autour de l'alchimie des cathédrales et notamment de Notre-Dame. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, cette histoire-là, elle est très ancienne. Parce que, Fulcanelli. alors, Fulcanelli, voilà, quel qu'il soit, ou quel qu'ils soient, on ne sait pas. Fulcanelli, dans le mystère des cathédrales, donc décrypte effectivement les différentes sculptures, hein, de Notre-Dame en rapprochant cette iconographie de l'iconographie alchimique d'un certain nombre de grimoires. Mais bien avant Fulcanelli, en fait, on a toute une littérature déjà qui en parlait. Alors, au XIXe siècle, évidemment, Victor Hugo va en parler dans Notre-Dame de Paris, hein, puisque Frollo, le personnage de Frollo, est vraiment obsédé par la quête de la pierre philosophale. Il poursuit les secrets de Nicolas Flamel. On le voit errer dans ce Paris gothique que Hugo dépeint, à la recherche, hein, de ce que Flamel a pu cacher. Et puis, on le voit aussi méditer devant Notre-Dame et essayer de comprendre ce langage. Et en fait, Hugo s'est inspiré de toute une tradition alchimique, hein, qui existait avant lui, donc il ne l'a pas inventé, et on peut remonter comme ça très loin dans le temps. Et c'est là qu'on peut se dire qu'en fait, cette tradition, elle n'est pas née de rien, parce que bon, il faut bien admettre que dans le monde de l'ésotérisme, on a des fois des interprétations abusives, on veut voir de l'alchimie partout, ou du Oui, mystère partout. Il faut se méfier de ça, hein, parce que c'est vrai que la complexité du symbole, c'est qu'en fonction du contexte où il est employé, de l'époque, de la culture, il peut avoir des sens complètement différents. exactement. Et ce qui peut pousser des fois à se tromper quand on cherche à interpréter un monument si on n'en fait pas l'histoire précise. Mais là, il y a une vieille tradition qui est attestée par les livres d'alchimie, hein, autour de Notre-Dame de Paris, conçue non seulement comme un lieu de rendez-vous des alchimistes, mais comme un lieu d'initiation même, hein, puisque des énigmes y auraient été déposées, voilà, à résoudre avec un certain protocole, et puis comme un lieu d'enseignement aussi, à travers ces sculptures qui auraient un double sens. Alors c'est là que c'est compliqué, c'est-à-dire que depuis qu'on parle de Nicolas Flamel notamment, il y a cette notion de double sens, c'est-à-dire qu'il y a un sens chrétien et il y a un sens occulte qui est caché derrière le sens chrétien. Et c'est ce qui rend ces dossiers-là un peu délicats, parce que toutes les sculptures un peu mystérieuses de Notre-Dame, quand on ne connaît pas la symbolique religieuse, elles ont un sens aussi pour le catholicisme. Oui, c'est ça. Voilà. C'est là où ils ont été très forts, c'est Et voilà, je dirais, de jouer sur deux images et deux interprétations, en fait. c'est ça. Et du coup, ça veut dire que, bah, on peut dire
non, mais l'alchimie, c'est n'importe quoi parce qu'il y a ce sens. Effectivement, on peut l'expliquer simplement comme ça. Mais sur le cas de Notre-Dame, vraiment, il y a une tradition tellement ancienne qu'il est quasi certain que ce double langage a effectivement été manié autour de cette cathédrale-là et d'autres cathédrales. Après, il y a d'autres lieux que j'aborde dans le livre au sujet de l'alchimie et de Fulcanelli, où là, c'est plus compliqué et où j'ai tendance personnellement à démystifier un petit peu la lecture alchimique, en tout cas telle qu'on l'a présentée, et à présenter d'autres clés de lecture qui me semblent beaucoup plus pertinentes. C'est le cas notamment à Dampierre-sur-Boutonne, hein, donc Oui. un château de la Renaissance, dont Fulcanelli a parlé longuement dans ses demeures philosophales. Et c'est parce que, moi, c'est parce que j'ai lu les demeures philosophales que j'y suis allé. Et c'est voilà, les personnes qui sont allées, qui aiment le mystère, ils sont allés parce qu'ils ont lu Fulcanelli ou qu'ils en ont entendu parler à travers Fulcanelli. Et c'est vrai que c'est lui qui a répandu cette lecture alchimique. Donc là, on est sur un château style Renaissance avec une galerie, avec 64 caissons ouvragés avec des images, mais vraiment énigmatiques. Oui. Chaque image a une devise. Et c'est vrai que quand on voit, moi j'ai passé une matinée entière à tout photographier dans cette galerie, et on en ressort, enfin, j'allais dire émerveillé, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est signifié là, mais on ne comprend pas ce que c'est. Et depuis longtemps, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, j'ai fait des recherches, on a tout un tas d'érudits locaux, notamment, qui s'interrogent sur le sens de ces caissons symboliques et qui ne savent pas ce que ça représente. Et c'est Fulcanelli qui va imposer cette lecture, en fait, hein, alchimique. Mais depuis, parce qu'à l'époque de Fulcanelli, hein, on n'a aucune clé de lecture, hein, pour comprendre ça. On ne sait pas, le sens en est vraiment perdu. Mais depuis, on a trouvé quand même des clés de lecture qui me semblent plus satisfaisantes, à savoir les livres d'emblèmes de la Renaissance, donc qui sont vraiment contemporains de la réalisation de cette galerie. Et là, alors, c'est très ésotérique aussi, hein, même si on est plus dans le domaine de la philosophie plutôt que de enfin, de l'opératif, quoi. Mais c'est très philosophique, c'est-à-dire qu'on a des livres avec des images qui sont fabriquées de toutes pièces, et chacune de ces images a un sens qui est explicité dans ces livres-là. Et à la Renaissance, on aime beaucoup les jeux de ce type-là, les énigmes, en fait. Hein. Et ce sont des catalogues, en fait, dont les architectes vont pouvoir bénéficier pour ouvrager, en fait, des sculptures. Mais les sculptures, on n'a plus que l'image, on n'a pas le mot qui donne la clé, en fait. Et sans le mot, l'image est incompréhensible. C'est-à-dire que si on n'a pas lu ces livres d'emblèmes, l'image en soi, on peut gloser pendant des heures, c'est impossible d'en saisir le sens, en fait. Il faut vraiment avoir le livre qui va avec pour en comprendre la signification. Et effectivement, si on compare les dessins, des questions de Dampierre-sur-Boutonne aux gravures de ces livres d'emblèmes de la Renaissance, hein, il y en a plusieurs, hein. Le plus connu, c'est celui d'Alciate, eh bien, on va en retrouver plusieurs. Oui. Voilà. Et là, la corrélation est vraiment parfaite. La corrélation est vraiment parfaite. Et donc, on voit que c'est dans ces livres-là qu'il faut chercher la clé Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tous les questions n'ont pas été identifiées, donc il faut encore voilà, chercher dans des livres d'emblèmes de cette époque. Il y a encore du boulot. Voilà, il y a encore du boulot. Et puis, ce qui n'a pas été fait non plus, c'est le décodage de l'ensemble. C'est-à-dire que je donne quelques exemples dans le livre de telle ou telle question dont on peut comprendre isolément le sens. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un sens global. C'est-à-dire qu'à partir de ces images, c'est un enseignement qui a été formulé. Et là, voilà, ce fin mot de l'énigme, jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a obtenu. On n'a toujours pas compris le sens de tous ces questions. Non, non. Et par certains aspects, hein, j'ai dit, je démystifie un peu la piste alchimique, mais malgré tout, on revient sur certaines questions à une certaine forme d'alchimie, mais j'allais dire une alchimie plus philosophique, en fait. Hein. Philosophique. Voilà, plus intérieure, pas quelque chose d'opératif, de matériel, mais vraiment un message qui vise à se transformer, en fait, spirituellement de l'intérieur, quoi. Ce qui est le but de l'alchimie, quelque part. Hein. Oui, enfin, moi, en tout cas, c'est ma vision de l'alchimie. Voilà. Je pense qu'on essaye de lancer les personnes sur le côté opératif de l'alchimie, aller faire ses propres tests en jouant avec ses pierres et ses différents métaux dans les fours, le creuset, etc. Mais je pense que c'est avant tout pour s'éveiller spirituellement.
Oui, oui, absolument. Moi, c'est ma conception, hein. C'est tout comme une histoire de trésor, comme celle de Rennes-le-Château, peut nous amener sur le terrain à creuser, etc. Mais à un moment donné, il faut bien comprendre que c'est le reflet d'une quête hermétique qui est beaucoup plus profonde que ça. Mhm. Et si on comprend pas ça, par contre, on s'enferme dans une fièvre de l'or qui peut conduire à la démence. Tandis que si on voit que c'est un processus initiatique, et là, on peut accéder à autre chose, quoi. Mhm. Je dis Mais pas qu'il faut pas. non, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, en creusant bien, on peut faire des liens entre ces sites qui pourtant n'ont rien à voir, qui sont des époques complètement différentes. Mais tu parlais de ces 64 caissons au château d'Empire-sur-Boutonne. Moi, ça me renvoie aussi au damier des 64 cases qui est au sol dans l'église de Rennes-le-Château. Oui, oui, absolument, oui, 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 Tu oui. vois, Et puis le si. nombre, non, non, mais il y a des connexions, alors que j'ai pas forcément explicité avec l'affaire de Rennes-le-Château sur certains de ces sites, hein, pas sur tous, mais sur certains de ces sites et notamment les 64 pierres d'Empire-sur-Boutonne, pour moi, sont pas déconnectées et j'ai glissé une petite formule sur cette partie-là du dossier d'Empire-sur-Boutonne, sont pas déconnectées à certains aspects de l'affaire de Rennes-le-Château. Mm, Il y a vraiment de mystérieuses connexions qui lient certains de ces sites. Alors, je ne les ai pas forcément explicités, je les ai sous-entendus par moment pour laisser aussi au lecteur voilà, mm. le choix personnel d'essayer de voir le lien entre tout ça. Il y a aussi le grand secret du château des Avenières, Oui, où moi j'ai adoré, parce que c'est avec toutes ces mosaïques qui ont été faites dans ce château, ouais, et qui ont un grand rapport avec le jeu de tarot. absolument. Et je sais que le tarot est aussi un moyen de par justement ces cartes, de nous transmettre aussi une connaissance. Mais c'est pareil, il faut avoir les codes pour le comprendre. Et Ouais, moi, ça m'a rappelé, parce que je suis un fan d'Hergé et Tintin, et je sais que Hergé a joué justement avec les cartes de tarot. Il faut savoir que la femme d'Hergé, je ne sais plus son nom, était comment elle tirait les cartes tout le temps. ouais. Elle avait toujours un jeu de tarot sur elle. Donc Hergé s'est intéressé de près à tout ça et a justement dans une des BD, on retrouve des personnages. Par exemple, Rastapopoulos, hein, on le retrouve à un moment perché dans un arbre parce qu'il y a eu une explosion. Quand on regarde l'image, c'est exactement le pendu. D'accord, ouais. La carte, il Ouais, a ouais. exactement la même posture que La le même pendu. position de la jambe, Voilà, voilà, la jambe d'accord, et tout. repliée. Ouais, Voilà, ouais, exactement. ouais. Donc, tu vois, Hergé s'est aussi amusé à transmettre ce petit code du tarot. Et moi, Ouais. j'adore les mosaïques, elles sont super belles en plus. Mais les mosaïques sont vraiment impressionnantes, hein. C'est-à-dire que, alors là, pour expliquer un petit peu rapidement, donc on est en Haute-Savoie, près de Cruzeil. C'est un château qui est bâti en fait fin 19e, début 20e par une milliardaire américaine, Marie Sciito, qui est une théosophe qui fréquente différentes sociétés ésotériques, hein, c'est vraiment au cœur de son existence, hein, cette dimension métaphysique. Et elle va épouser Hassan Dina, qui est un théosophe lui aussi. Alors c'est un mariage blanc en fait, mais voilà, Hassan Dina va être le concepteur final des Avenières, et notamment c'est lui qui va concevoir cette chapelle ésotérique où il va délivrer un enseignement. Alors c'est intéressant parce que quand on regarde Marie Chiito, elle évolue, évidemment, c'est une milliardaire américaine, donc elle évolue dans une certaine société, parisienne notamment, avec pas mal de femmes mondaines, hein, qu'elle va faire venir aux Avenières. Et on a des témoignages de l'époque de certaines de ces femmes qui regardent d'un œil un peu bizarre, hein, Hassan Dina, parce que c'est un homme qui parle très peu, qui est tout le temps dans son bureau, qui est décrit comme travaillant sur des vieilles tablettes qu'il essaie de déchiffrer. Donc on voit que lui, il est vraiment. Alors, c'est un scientifique aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est il fait partie de ce courant spiritualiste, ésotérique de la Belle Époque, où on essaie de faire se rencontrer la science et la spiritualité. Exactement. Et où on essaie de comprendre, grâce à la science, d'anciennes traditions ésotériques et de les éclairer, et inversement, d'éclairer la science au regard de ces traditions ésotériques. Et ça, Hassan Dina est vraiment une des incarnations de cette volonté de synthèse, en fait, entre deux champs qu'on oppose de façon tout à fait arbitraire et idéologique. Mhm, mhm. Et donc, c'est un cherchant, vraiment un cherchant. Et il travaille, on sait, donc sur notamment des tablettes. Et il va manifestement trouver quelque chose. Alors, on ne sait pas parce qu'il s'en est ouvert à personne. Mais il va concevoir ce lieu et à travers ce lieu, il va vraiment délivrer un message.
Et donc, il va utiliser différents symboles, notamment les lames du tarot. Il va reprendre le tarot d'Oswald Wirth, qui, pour moi, est vraiment un tarot d'enseignement, c'est-à-dire que Oswald Wirth a tracé un chemin de vie spirituelle à travers son tarot. Hein. Chaque lame a un sens bien précis, donne des conseils bien précis pour évoluer correctement dans sa quête intérieure. Et Ascendina va reprendre ça en transformant, c'est-à-dire que notamment, d'un point de vue iconographique, il va transformer les personnages en personnages égyptisants pour la plupart d'entre eux, ce qui n'est pas le cas du tarot de Wirth. Il va faire des petites modifications. Ça peut rappeler ces modifications, on peut l'intrigue de la 9e porte, hein, avec ces gravures, avec 3 gravures différentes et des modifications. Il va faire ça aux avenirs, et puis il va rajouter des symboles alchimiques, notamment, et puis des symboles que lui a inventés de toutes pièces. Et là on est face à de l'inconnu, puisqu'en fait, il a laissé aucun écrit sur ces symboles-là qu'il a fabriqués lui. Donc, il faut essayer de les comprendre, mais c'est extrêmement difficile. Ceci étant, il a publié quelques livres, et quand on lit ces livres, on comprend un petit peu sa logique. Donc voilà, là aussi, dans les clés de lecture, j'indique ça. Et voilà, et donc il a agencé ces lames d'une certaine façon. Il les a regroupées, elles ne sont pas présentées dans l'ordre du déroulement, il les a regroupées d'une certaine façon. Il a associé à ces lames aussi des versets de la Genèse, donc il y a quelque chose qui est lié à la création dans cette chapelle, à la création de la vie, et qui, voilà, vraiment quand on commence à voir tout ça, il se produit quelque chose de vraiment très particulier. C'est un lieu qui est, enfin, à ce degré-là, qui est, à mon sens, unique. Hein. Est-ce que justement, Christian, tu penses que tous ces chercheurs et découvreurs, hein, qui nous ont laissé tout ça, avaient compris en fait le mystère de la vie, peut-être? Alors, peut-être pas tous, mais je pense que certains avaient approché de près certains secrets, oui. Oui, je pense qu'en ce qui concerne Ascendina, on sent qu'il y a vraiment une structure, qu'il y a vraiment une pensée derrière. C'est pas des symboles qui ont été jetés là au hasard. C'est pas un agrégat de choses éparses pour faire joli. Là, on voit vraiment qu'il y a une pensée philosophique derrière, avec la volonté de transmettre un enseignement. Il le dit, hein, je cite un extrait dans un de ses livres, qu'un homme doit transmettre son secret en essayant de le rendre éternel. Et donc là, évidemment, en concevant cette décoration, c'est ce qu'il a voulu faire. Il a voulu transmettre quelque chose dont on a perdu la clé. Heureusement, par chance, j'allais dire, ce lieu a été préservé, parce qu'il faut savoir que le château des Avenirs comptait aussi toute une décoration, hein, de sphinx, avec la fameuse devise, hein, oser vouloir savoir se taire, qui était répartie sur des sphinx qui se trouvaient dans le parc. Ces sphinx, aujourd'hui, ils ont disparu, on les a perdus. Et la chapelle a été miraculeusement conservée, puisqu'elle avait été, toute cette décoration a été recouverte de lambris. Le château avait été revendu, était devenu une institution religieuse. Enfin, ces fresques auraient pu être détruites. Hein, le fait que ça soit recouvert de lambris, ça les a protégés. Ça les a protégés, ouais. Ça les a protégés. Et progressivement, elles sont ressorties de l'oubli. Je raconte l'histoire, hein, mais avec un des pensionnaires, en fait, hein, de cette institution, qui sentait qu'il y avait quelque chose derrière les fresques. Et son père étant préfet, bon, il a essayé de jouer de ses influences pour faire enlever les lambris. Ça a fini par se faire à un moment donné. Ça leur a permis de redécouvrir. Et là, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de voilà, de redécouvrir ces mosaïques qui sont toujours là aujourd'hui, heureusement. Après ces longues années de recherche, Christian, et puis, est-ce que toi, tu aurais une ébauche de ce secret, de ce mystère, ou de ces mystères, hein, moi, je pense que ces mystères sont importants pour nous faire rentrer dans un processus de quête. Voilà, c'est ça que je retiens au bout de tant d'années. C'est que on est dans un monde qui est extrêmement enfermant. On a besoin d'histoire, en fait. On a besoin d'histoire pour parcourir ce labyrinthe, en fait, du sens de l'existence. Je suis pas dans la recherche d'un secret, je vais dire, matériel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des secrets dans le matériel. Hein. Dans toutes les histoires que je raconte, il y a des savoirs ésotériques qui ont une matérialité. Il y a des trésors qui ont une matérialité. Il y a des livres cachés, jugés hérétiques, des livres damnés, qui ont une matérialité aussi. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut
pas rentrer dans cette quête-là. Enfin, moi, j'ai poursuivi ça pendant des années, donc c'est un moteur. Mais ce que ces lieux nous enseignent aussi, c'est de marcher dans notre propre labyrinthe intérieur. Et c'est ça, au final, le plus important. C'est-à-dire que ces activités qu'on fait là, c'est cette quête qui est extérieure, finalement, elle nous renvoie à quelque chose de très intérieur. Moi, c'est la leçon que je retiens. C'est ça, voilà. Mais après, il est évident qu'à travers les siècles, il y a des gens qui ont eu possession de certains trésors, que ce soit des trésors matériels ou des trésors de nature spirituelle ou de nature sapiensale, et ils ont jugé bon de mettre à l'abri ces trésors, parce que c'est ça aussi un autre enseignement, c'est que s'il faut coder, alors il y a deux raisons au codage. Oui, il ne faut pas mettre ça entre les mains de n'importe qui. Voilà, on ne peut pas mettre ça dans les mains de n'importe qui, parce qu'on voit bien ce que l'humanité fait de ces trésors. Enfin, quand je vois ne serait-ce que la façon dont l'humanité n'en a rien à faire de la beauté de la nature et la saccage en permanence pour des profits égocentriques, c'est terrible ce que c'est l'humanité dans cet aspect-là. Donc effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas offrir comme ça à la vue de tous, parce qu'on sait que ça va être profané, que ça va être détruit, etc. Donc ça, c'est une première raison. Et puis, il y a une autre raison, et c'est là qu'il faut être humble aussi, c'est que nous-mêmes, on a un chemin à accomplir. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a un chemin à faire, donc il faut avoir cette humilité-là. Et l'histoire, l'énigme, le mystère est un moyen d'accomplir ce chemin, parce que c'est une interrogation. C'est une interrogation sur l'univers qui nous entoure, c'est une interrogation sur nous-mêmes, et on tend à résoudre l'énigme, en fait, qui est notre propre énigme à travers toutes ces énigmes. Voilà, c'est ça qui est intéressant, et il faut voir ces énigmes comme un moyen d'enrichissement personnel, mais les vraies richesses, au sens où le disait Giono, c'est-à-dire les richesses intérieures, ce qui nous reste, ce qui n'est pas sous l'emprise de la matière, en fait. Et ce avec quoi nous repartirons lorsque nous quitterons. Exactement. Qu'on aura beau avoir des coffres remplis de pièces d'or, on ne peut pas repartir avec. Oui, exactement. Mais comme on le voit bien, il y a beaucoup l'alchimie dans tous ces sites. Et il y a une devise alchimique qui dit, voilà, tu vas chercher pour faire de l'or, mais lorsque tu auras trouvé le moyen de faire de l'or, tu n'en auras plus besoin. Oui. Oui, effectivement, effectivement, et je pense que la démarche spirituelle, c'est ça, c'est-à-dire que exactement. Ça fait sortir de certaines illusions aussi, en réveillant quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui est là, mais qui est endormi par tout un tas de contextes extérieurs et de discours et de visions, en fait, de l'existence. Et ce qui est important aussi, c'est que donc moi j'ai écrit un livre, tous ces lieux, j'y suis allé, et ça c'est quelque chose sur quoi je veux aussi insister, c'est-à-dire que c'est important d'aller sur les lieux. Oui. C'est important parce que les lieux ont une mémoire aussi. Il y a quelque chose qui parle, et il y a quelque chose qui nous transforme dans les lieux. Il y a une énergie particulière. Ça, c'est quelque chose qui chez moi est très fort, c'est-à-dire que les lieux ont une mémoire. Alors, je ne dis pas qu'on a des visions quand on va sur les lieux, mais on a des ressentis. On a des ressentis, et ces ressentis nous traversent, nous transforment, et donc il y a cette aventure-là aussi à travers tous ces lieux. C'est-à-dire que voilà, il y a ce voyage qui est un voyage matériel, mais qui va résulter sur un voyage intérieur. L'alchimiste de Paulo Coelho. Ouais. Oui, alors, je vais énumérer ces 17 lieux, parce que bon, voilà, il y en a peut-être un qui est à côté de chez vous que vous n'avez jamais été voir, et donc ça vous donnera peut-être envie d'aller chercher. Alors, sortez pas la pioche et allez avec un appareil photo, avec un bon téléobjectif. Donc, il y a l'énigme de Rennes de Château, que nous avons parlé, les messages cachés de l'église du Graal, Notre-Dame de Paris, le grand secret du château des Avenières, les secrets du monument des droits de l'homme, le rébus de l'église Saint-Grégoire de Vièvre, le secret de Paray-le-Monial, les mystères de la porte des alchimistes à Lyon, le secret de l'abbé Boudet. Alors, l'abbé Boudet, c'est Rennes-les-Bains, je crois, c'est ça? C'est ça, oui. C'est un contemporain de l'abbé Saunière, très mystérieux lui aussi, alors qui, pour le coup, a laissé un livre qui est prétendument codé. Voilà. Oui, c'était la vraie langue celtique.
Oui, Et le cromlech de et le Rennes-les-Bains. cromlech de Rennes-les-Bains, exactement. Alors qu'il n'y a pas de cromlech à Rennes-les-Bains. Tout le mystère. Absolument, c'est ça. Dans Pierre-sur-Boutonne, nous avons parlé de ces fameux caissons, Ouais. des messages secrets laissés par les Templiers. Alors là, je ne sais plus, c'est par rapport à quel lieu. Alors, j'évoque l'église de Planès dans les C'est Pyrénées-Orientales. ça. Voilà, qui est une église avec une architecture très particulière. Et une autre église templière aussi en Haute-Garonne qui présente alors une voûte avec des fresques qui est, enfin, pour certaines sont des symboles géométriques en fait absolument incompréhensibles. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors ça a fasciné un de cette église qui avait découvert ces fresques templières et qui a fait des recherches. Alors j'ai pu consulter certaines de ses correspondances et ce qui est vraiment intéressant, c'est que certains de ces symboles incompréhensibles, il les a rapprochés de certains signes paléo-chrétiens vraiment des premiers siècles retrouvés à Jérusalem, ce qui traduit l'idée que les Templiers, voilà, auraient fait des découvertes. Hein, on revient toujours sur cette idée Le temple de quand ils étaient Salomon, voilà trésor. établis à Jérusalem et qu'ils auraient voilà ramené certains symboles dont ils connaissaient le sens et qu'ils en auraient usé. Et là, cette église-là, clairement, elle établit que voilà, il y a malgré tout une tradition cryptique, ésotérique chez certains Templiers. Mhm. Faux mystère et vrai secret de l'hôtel L'Allemand, Ouais, à Bourges. c'est ça. Les messages cachés de la place d'Assas Voilà, là on est à Nîmes avec à une Nîmes. œuvre contemporaine, donc 1989, hein, la même année que le Monument des droits de l'homme à Paris. Mais voilà, avec une place, avec plein de symboles très mystérieux aussi, des carrés magiques, notamment le carré de Sator qui est utilisé et on ne comprend pas bien pourquoi, puisqu'à la base c'était censé être un hommage à l'histoire culturelle de la ville de Nîmes. Hein. Mhm. Donc effectivement, on retrouve certains symboles comme la salamandre qui commémore la visite de François Ier à Nîmes, ou enfin, voilà, il y a l'étoile des Félibres, voilà, on va retrouver des symboles méridionaux ou liés à l'histoire de Nîmes, mais après, il y a tout un tas de symboles qui n'ont rien à faire avec l'histoire de Nîmes, des étoiles, des colonnes, et puis ce carré de Sator et ces carrés magiques bien particuliers qui sont disposés sur certaines bordures de la place. Donc là, voilà, on est dans une autre œuvre qui produit un effet qui incite à décoder. Mm. Mais c'est ce qui est passionnant parce que on parlait, enfin là c'est le secret, enfin le mystère dans le mystère, puisqu'on depuis tout à l'heure on parle de sites, voilà, et d'histoires qui se sont passées au 18e, 19e, 20e siècle, mais on se rend compte qu'il n'y a pas si longtemps que ça, certains ont continué à coder les Oui, choses, notamment Mitterrand. Hein. Mitterrand, je compte faire une émission là-dessus parce qu'il nous a laissé quand même des monuments dans Paris qui sont pour le moins ésotériques. oui, mais c'est ce qui est, évidemment, c'est ce qui est intéressant. On a tendance à se dire que le secret est dans le passé, qu'il n'existe plus dans le présent. Mais notre présent va être le passé de personnes qui C'est vivront ça. dans 200 ans. Et c'est vrai qu'on a tendance à chercher avant. Pour trouver des clés de l'énigme, on se dit que ça n'existe plus. Mais il y a un certain nombre d'œuvres codées hein, qui circulent. Dans tous ces mystères, on a beaucoup travaillé sur les livres, évidemment, sur les œuvres qui seraient des œuvres codées. Euh, mais bon, si on prend une série, par exemple, dans le monde contemporain, comme la série Lost, hein, j'ai aussi écrit sur les séries et les symboles cachés dans les séries. Et D'accord. donc Lost est un exemple majeur de série cryptée, en fait, où là, Mhm. vraiment, on a Il y a une un savoir volonté particulier, il y a de- une volonté et on a un savoir particulier qui est véhiculé à travers cette série-là. Alors, je ne suis pas du tout dans le délire interprétatif hein, de voir des symboles partout Non, dans comme tu le toutes les disais séries ou tout à des l'heure, messages. il faut Il faut aussi se voilà, méfier se de méfier. ça, Mhm. mais dans certains cas, et Lost est un cas, Ça saute aux on yeux. a, voilà, ça saute aux yeux et pour peu voilà, qu'on soit familier de certaines sociétés comme la Rose-Croix ou autres, on voit qu'il y a des messages de ce type-là qui sont véhiculés dans cette série. Donc ça, c'est intéressant aussi et ça rejoint ce que tu dis. Il y a aussi des œuvres contemporaines qui renferment des messages à déchiffrer. Et c'est pour ça que j'ai voulu lancer cette petite série sur ma chaîne russe sur les œuvres initiatiques, dont cette vidéo sera la seconde, parce que moi je D'accord. pense que voilà,
toutes ces personnes nous ont laissé une œuvre initiatique au travers de leur construction, de leur décoration, voilà. Ah ouais, absolument. Et ça continue. Et ça continue, oui. C'est ce qui est passionnant, c'est voilà. Donc à un moment, le secret, il faut le trouver, parce qu'on se dit, voilà, il a été véhiculé, il va falloir le trouver, hein. Mais on creuse, on creuse. Et c'est ça qui est passionnant, parce que si on l'avait trouvé, on ne ferait pas cette émission absolument, oui, absolument. Écoute, Christian, je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir, vraiment. C'était vraiment très, très sympa. Je suppose, vu que tu es assez prolifique en matière d'écriture, tu dois être sur l'écriture de ton prochain livre. Oui. Je vais même mettre au pluriel de mes prochains livres. Donc, je travaille effectivement sur plusieurs ouvrages. Et donc, voilà, parce que je suis vraiment passionné par ces sujets. Donc, voilà, effectivement, je suis déjà au travail sur plusieurs projets. Et puis, en matière de littérature, donc, prochainement, on va ressortir en version poche L'ombre des Templiers que tu as évoqué. Et au mois de juin, début juin, ressortira une nouvelle version du Secret dévoilé en version poche aussi, avec quelques petites précisions par rapport à la première édition. Ok, écoute, voilà. Je t'accueille avec plaisir si tu veux nous en parler. Ça sera avec grand plaisir. Voilà. Ça sera avec grand plaisir. Christian, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée à toi. Et puis, merci à toi, Jérôme. Bonne soirée. Je vous dis une bonne soirée et puis pour de prochaines aventures sur Horus. Salut Christian. Salut.